Yahya Guémé, administrateur à la retraite. Vous avez été administrateur depuis longtemps? J'ai été administrateur au premier moment en 1958 pour ne quitter l'administration qu'en 1991, pour le départ à la retraite en 1991. Donc, j'ai accompagné les premiers pas des lois de l'indépendance, sous la loi cadre, jusqu'à l'indépendance. Et c'est à l'indépendance que nous avons assumé, que nous avons pris les responsabilités, quand chacun croyait que nous ne pouvons pas tenir la corde. Tout le monde donne ces pays indépendants comme allant à l'aventure, ne pouvant pas s'administrer, s'autogérer, s'autodiscipliner. Et nous avons su garder la situation en main, contrôler la population, informer la population, éduquer la population, la mettre sur la voie de l'autodiscipline, de la gestion. Et là où tous les gens pensaient qu'il y aura un affrontement entre des populations qui se sont côtoyées tout en s'ignorant, eh bien, ils sont restés sur leur faim parce que tout s'est passé dans les meilleures conditions possibles et nous avons réussi ainsi l'unité du Mali. Nous avons évité un faux départ, un mauvais départ au Mali. Nous l'avons maîtrisé, nous l'avons conduit dans une même direction et ramené son regard dans la même direction. Oui, vous avez tenté d'éviter un faux départ pour le Mali, mais pourquoi il y a eu ce faux départ en 1963 avec la rébellion? Pourquoi il y a eu la rébellion en 1963? Pourquoi il y a eu la rébellion en 1990? Et cette année aussi, il y a une rébellion. Eh bien, quand nous avions pris la situation, nous l'avons prise quand tout le monde était à peu près sur les mêmes longueurs d'onde. C'est-à-dire la même compréhension, les mêmes données économiques et une atmosphère à peu près qui couvre la population dans une même pensée unique. Alors est intervenu ce qu'on a appelé la loi du mouvement, ce qu'on a appelé le développement. Alors là, il y a ce qu'on appelle les avantages et les inconvénients. Il y en a qui sont plus près des pôles économiques, qui ont profité des pôles économiques, des situations économiques. Il y en a qui ont un certain attachement à leur tradition, à leur liberté. Le Touareg en général est un homme, même le nomade est un homme libre, qui a vécu dans la liberté, qui a toujours été jaloux de son indépendance et qui a toujours voulu un peu se mettre en liberté. Et qui a gardé, qui a un sens de sa vie, de son honneur, de sa dignité, de ses traditions. Eh bien, ils ont refusé au prime abord la scolarisation. Ils ont refusé d'être auxiliaires. Et cela n'est pas uniquement le Mali, les Touaregs du Mali. C'est valable pour les Touaregs des Tédéclites en général. Quand on vous dit Tédéclites, notre pays, notre civilisation s'appelle Tédéclites. Tédéclites, c'est la main, avec les 5 doigts, 1, 2, 3, 4, 5. Le Hogar, l'Aïr, l'Azar, l'Azawak, l'Azawad, l'Azawak, y compris la drap des Iphoras, et l'Azawad, ce que nous appelons l'Azawad ou la Taram. Voilà, les 5 doigts de la main de Tédéclites. Et c'est une civilisation qui a existé depuis très longtemps, que les personnes sont venues détruire,
que l'Empire ottoman est venu détruire, et l'Empire ottoman, en se retirant, nous a cédé maintenant, a cédé ce territoire aux Arabes. Aux Arabes qui sont venus d'ailleurs, ils sont venus occuper les terres appartenant à ce désert, c'est-à-dire la Libye, c'est-à-dire l'Algérie, c'est-à-dire le Maroc, c'est-à-dire la Mauritanie, c'est-à-dire le nord Soudan, c'est-à-dire le nord nigérien, jusqu'au Tchad, ça touche jusqu'au Soudan. Voilà, c'est cette zone qu'on a donné cadeau, que les Turcs ont donné cadeau aux Arabes. Alors les Arabes ont préféré les zones utiles, c'est-à-dire la bordure de la Méditerranée ou de l'océan. Les zones sud ont été laissées. La colonisation est venue opérer une opération, une chirurgie, divisant les populations, affectant à volonté, à droite, à gauche, à qui ils veulent. Et ainsi, on a créé des territoires artificiels. Ce n'est pas particulier seulement au Mali où nous sommes aujourd'hui. C'est un peu général. Dans tous les États africains, il y a des anomalies, il y a des irrégularités. Et c'est ainsi que dans cette répartition-là, que la colonisation a faite, il y a eu des agglutinations, des agglomérations, des assemblages qui ne répondent pas aux considérations historiques. Mais en prenant des cas spécifiques du Mali, qu'on connaît avec ces répétitions de révoltes, qu'est-ce que vous pensez en tant qu'expérimenté de l'administration? Quelle pourra être la solution? Eh bien, avant de répondre tout de suite à la dernière question, vous m'avez, dans une précédente question, demandé si vous avez eu à préparer cette population-là, à la gérer, à l'orienter dans un même sens. Pourquoi aujourd'hui cette catastrophe qui est là, qui menace cette intégrité et cette union des populations? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous dirais tout simplement que c'est une question de disparité économique qui a amené les mouvements de cette population. Ce sont les disparités économiques qui sont à la source de ces travaux. Bon, les gens, les Touaregs, comme je vous l'ai dit tout dernièrement, tantôt, ce sont les gens qui aiment la liberté, qui sont jaloux de leur liberté, et ils sont restés dans leur position de nomadisme, ils sont restés dans leur position d'isolement. Par rapport à beaucoup de situations qui demandent une participation, qui demandent une interprétation rapide des considérations qui viennent et qui déterminent le développement de ces peuples. Bon, les gens, les Touaregs, comme tous les nomades d'ailleurs, attendent, parce qu'ils ont la notion du commandement. Pour eux, le commandement, c'est quelque chose de juste. C'est quelque chose qui répartit très bien ce qu'il a. C'est quelque chose qui tient d'une bonne répartition des revenus. Alors, il s'est trouvé que il y a un proverbe de chez nous qui dit « les absents ont toujours tort ». Bon, comme eux, ils sont absents. Ils ont des préoccupations autres que de rester auprès du gouvernement ou auprès des ministères ou à des portes en porte. Eh bien, eux, ce sont ceux-ci, les participants, qui arrachent quelque chose. Ceux qui, là-bas, dans leur distance et dans leur respect,
de leur gouvernement ou de leur commandement. Et puisqu'ils se taisent, ils sont oubliés. Ou même s'ils ne sont pas oubliés, ils ne représentent pas une priorité majeure. Absolument. Comme les choses vont vite, très vite, les gens ont ouvert les yeux, ils ont vu ce qui se passe au sud, ils ont vu ce qui se passe dans toutes les régions du Mali, ils ont vu les régions à eux, ils regardent, ils mettent en balance les choses et ils se sont estimés eux-mêmes abandonnés. Ils se sont estimés eux-mêmes oubliés. Bon, cela appelle une réflexion. Quelle réflexion? Suis-je oublié parce que je ne revendique pas? Suis-je oublié parce que je ne suis pas prioritaire vis-à-vis de celui qui gère? Suis-je oublié par des considérations raciales? Suis-je oublié parce que je ne sais pas faire ce qui doit être fait? Je suis ignorant, donc inutile. Alors, ce sont toutes ces idées qui se sont remises, qui se sont confrontées à l'intérieur et qui ont abouti à cette prise de conscience qui consiste à dire non, j'écarte toutes ces considérations-là et je garde une seule, je suis oublié parce que tout simplement on ne tient pas compte de moi. Parce qu'on ne tient pas compte de moi. Pourquoi on ne tient pas compte de moi? Parce que je ne représente aucun danger. Parce que je ne repose sur aucune considération économique importante capable de donner un tonus à l'économie malienne ou au développement. Donc je suis dans la cage du maillon faible de la chaîne. Et c'est ce qui a amené. Bon, les Touaregs du Mali ne voyagent pas. Leur culture religieuse est uniquement dans le cadre des pratiques de la religion. Et la géographie religieuse ne les intéresse pas. Ils ne s'en occupent pas beaucoup. Et les gens ont voyagé. Ils sont partis dans toutes les directions. Et le voyage est une seconde école. Quand tu n'as pas fait ton école du livre, tu fais ton école de géographie avec tes pieds, tu ramènes quelque chose d'intéressant. Tu ramènes un nouvel esprit. Et c'est ainsi qu'il y a eu cette transformation-là. Et la situation que nous vivons aujourd'hui découle essentiellement du fait que les gens se sont considérés comme abandonnés. Et pourquoi abandonnés? Parce qu'ils ne représentent pas un danger. Voilà aujourd'hui la motivation exacte de ce mouvement. Plus, j'ajouterai certaines rancœurs. Certaines rancœurs dues à quoi? À une disproportion entre la rébellion de 1900 d'alors et la répression qui est venue rencontrer cette rébellion. Cette rébellion d'alors a ses débuts. Ses débuts ne méritent pas une telle réponse de la part du gouvernement d'alors.
C'était des jeunes gens qui se promènent avec leurs chameaux, ils vont de campement en campement, ils ont acquis certains, ils s'amusent, ils tirent. Chez les Touaregs, le fusil, le coup de fusil, le sabre, la lance, c'est ça leurs amusements. Bon, dès que ces jeunes gens-là ont commencé à faire leur petit tour dans les campements et tout ça, il y a eu une exploitation politique qui a été faite. Et le déclenchement de la révolte, de la vraie révolte, est parti de là, ou d'où? De Gao, précisément. Les responsables d'alors de Gao ont dit voilà, les Touaregs se sont rebellés. Les Touaregs ont fait ceci et cela. Et cela a été transporté à Bamako et de parole en parole, eh bien, c'est parti. En réalité, ce n'était pas du tout une révolte au tout début. C'était tout simplement des amusements des jeunes gens qui s'amusent. Et dans tous les coins du monde, dans toutes les civilisations, que ce soit partout où vous allez chez les Bambara, chez les Peuls, chez les Sénoufos, chez n'importe où vous allez, eh bien, vous trouverez toujours des jeunes gens qui ont leurs clubs, qui ont leurs amusements, si on ne les prend pas en mal, on ne les considère pas, eh bien, ça passe comme ça. Et si on a fait une exploitation politique, eh bien, ça partira. Et comme c'est parti, ça ne peut plus être rattrapé. Alors donc, Kidal 1 a été travesti, le mouvement a été converti en rébellion. Pendant que cette rébellion-là n'a pas existé. Mais on l'a forgé. On l'a tellement commenté, agité avec des rumeurs, des commentaires et des agitations intérieures, au point qu'on l'a créé. On a créé une rébellion qui n'existait pas, mais qui est devenue après effective. Alors, la répression qui a suivi a été trop loin, disproportionnée par rapport à l'acte. Et c'est ça qui a fait une rancune tenace qui est difficile à oublier. Et c'est ainsi que les enfants n'ont pas oublié cette situation-là. Et comme on dit que tous les chemins mènent à Rome, chacun maintenant est parti chercher comment, par quel moyen il va se venger. Oui. Au stade actuel, on parle de l'indépendance de l'Azawad. Le mouvement parle de l'indépendance de l'Azawad. La communauté internationale dit intégrité territoriale du Mali inviolable. Que pensez-vous? Intégrité territoriale inviolable, ça c'est un pacte. C'est un pacte des États africains. Ça c'est fait, c'est fait. Les plus fortes clôtures, on dit, font les meilleurs voisins. Chacun veut avoir une forte clôture. Et chaque État veut se protéger. Chaque État veut se protéger. Alors là, il y a eu une communauté, il y a eu une rencontre, il y a eu une entente des chefs d'État africains qui ne veulent pas du tout mettre en cause les frontières héritées de la colonisation. Sans pour autant réfléchir sur ces frontières-là. Sans pour autant réfléchir sur l'opportunité ou l'efficacité de ces frontières du point de vue linguistique, du point de vue ethnique, du point de vue économique, sans pour autant réfléchir. Non, selon les schémas présentés par les colonisateurs, eh bien, on a accepté comme ça. On a accepté comme ça, en divisant les populations. Qui peut séparer le Mali de la Guinée? Qui peut séparer le Mali du Sénégal? Moi, je parle d'histoire. Qui peut
séparer la région des Gao du Niger. Le Niger, la région des Gao est venue au Soudan hier seulement. Avant, elle était rattachée au Niger. Qui peut séparer la région de Tombouctou de la Mauritanie? Qui peut? La Mauritanie a été, elle aussi, construite à partir d'un fragment sénégalais, à partir d'un fragment soudanais. Bon, tout ça, ce sont des considérations de commodité. Maintenant, il faut accompagner ça d'une analyse approfondie, sérieuse. Parce qu'on ne construit pas les nations comme ça, il y a des critères pour faire une nation qui sont inviolables. On peut les piétiner par la force, on peut les piétiner par l'argent, on peut les piétiner par des considérations diverses, mais pas éternellement et perpétuellement. Un jour ou l'autre, les vraies considérations surgiront. Et un jour ou l'autre, on sera obligé de se pencher sur les vraies considérations qui font les États viables ou qui font les territoires viables ou qui font des assemblages viables. Est-ce que ça veut dire que ce jour est arrivé pour l'Azawad? Je ne dis pas que c'est arrivé aujourd'hui, mais c'est dans les esprits. C'est dans les esprits. Je ne dis pas que c'est arrivé. Je ne suis pas un va-t-en-guerre, personnellement. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Mais je dis que quand une chose commence et qu'on la réfléchit et qu'elle devient l'objet des commentaires, des soucis, de la préoccupation collective, il est difficile de l'arrêter. Même s'il y a des colmatages, moi j'appellerais ça colmatage. Quelque chose, un feu qu'on a tenu aujourd'hui et qui se rallume demain matin. Ah, il n'est pas éteint. Merci. Il n'est pas éteint. Merci. Et cela est considérable pour toute cette dorsale du Soudan, au Tchad, Nigeria du Nord, Niger, Mali, jusqu'à la Mauritanie. Cette dorsale-là, charnière ou diptyque entre le Sud et le Nord, il faut vraiment les sauvegarder et les regarder avec beaucoup d'attention et de réflexion. Il faut les regarder.